It's a fictional mixture of commandos and Secret Service agents that I met during the war, but of course entirely fictionalized. Yes, is there much of you in it? I hope not. I mean, people do connect me with James Bond simply because I happen to like scrambled eggs and short-sleeved shirts and some of the things that James Bond does, but I certainly haven't got his guts nor his very lively appetites. Un auteur met toujours un peu de lui-même dans son œuvre. Ian Fleming, l'homme derrière la série de romans James Bond, ne déroge pas à la règle. Je ne vais pas faire ici sa biographie. Ce que je cherche à faire, c'est mettre en évidence l'origine de certains ingrédients qui constituent aujourd'hui encore la recette d'un film James Bond, mais qui furent d'abord présents dans les romans et, par extension, dans la vie de Ian Fleming. Tout ça, c'était moi, James. Ça a toujours été moi. Je suis l'auteur de tous tes malheurs. À sa sortie en 1953, le premier roman Casino Royale connaît un succès public et critique correct. Cette dernière reconnaît notamment à l'auteur un style d'écriture immersif car très poussé dans le sens du détail et la description. Quelque chose me dit que je n'ai rien à vous apprendre. À beaucoup de niveaux, Ian Fleming s'inspire d'éléments de sa vie. Cependant, il ne s'agit pas de situations vécues par l'auteur. Il s'agit d'histoires fantasmées nées de la frustration d'un officier des services secrets de la marine. Ian Fleming appartenu au service secret britannique. Une mission lui fut confiée durant la Seconde Guerre mondiale en 1940. Cette mission va connaître un scénario très James Bondien. Le 13 juin, peu de temps avant l'armistice signé entre le Troisième Reich d'Hitler et le gouvernement du maréchal Pétain, Ian Fleming est envoyé en mission en France. Sous couvert de récupérer des fonds au siège parisien de Rolls-Royce, l'officier britannique doit en réalité sonder la position de l'amiral de la marine française, François Darlan. Le gouvernement britannique voyait venir la défaite de la France et voulait éviter une défection de sa marine vers l'Allemagne. À peine arrivé, l'amiral file vers Bordeaux. Ian Fleming les suit. Il y découvre une ville aux abois, encerclée par les Allemands. D'autant plus que, le 17 juin, le maréchal Pétain appelle la France à cesser le combat. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. L'officier britannique décide alors d'abandonner sa mission officielle pour se consacrer à l'organisation de l'évacuation de la ville par la mer, pour ceux qui le désiraient. Différentes manœuvres semblables furent menées sur le territoire français, dont la célèbre opération Dynamo, à Dunkerque. Ian Fleming prit donc part à un événement majeur de la Seconde Guerre mondiale. Sa mission ne fut pas auréolée de succès. Cependant, la tournure des opérations lui permit de se faire un nom auprès des services secrets de Sa Majesté quelque temps plus tard. Mon prochain miracle, c'est... À la suite de sa mission française et de son échec concernant l'amiral Darlan, Ian Fleming soumet un scénario à sa hiérarchie, constituant à ramener la marine française du côté des Alliés, en rendant l'île de White française, afin d'y accueillir l'amiral et sa flotte. Malheureusement pour lui, l'idée fut rejetée par ses supérieurs, qui notèrent cependant sa force d'imagination. Peu de temps après, sa hiérarchie mit cette imagination à profit dans une terrible affaire d'assassinat, révélée récemment. Les services secrets britanniques ont vendu une rumeur. Un de leurs agents doubles songerait à passer du côté de l'ennemi. Avant tout, vous devez comprendre que nous avons des hommes absolument partout. N'ai-je pas raison ? Il décide de le capturer, mais l'opération ne se déroule pas comme prévu, et l'agent finit assassiné par les services britanniques. Vous dites tirer, nom de Dieu ! Agent touché. Embarrassés, ces derniers demandent à Ian Fleming de fabriquer une histoire qui raconterait de manière officielle la disparition de l'agent en mer. La première histoire racontée par Ian Fleming ne fut pas une mission de James Bond, mais elle fut si convaincante que personne ne remit en cause sa véracité pendant plus de 50 ans. Demande permission de monter à bord. Permission accordée. Merci. On confiera désormais à Ian Fleming l'organisation d'opérations. Certaines d'entre elles vont particulièrement retenir notre attention. La première opération, baptisée Ruthless, ou Sans Pitié en français, consistait à récupérer un exemplaire de la désormais célèbre machine de codage nazie Enigma. Ian Fleming conçoit un plan, faire s'écraser un avion de l'armée de l'air allemande près d'un navire de la marine allemande, afin que ce dernier porte secours aux rescapés. Sauf que l'avion aux couleurs allemandes serait en réalité rempli de soldats d'un commando britannique, qui auraient alors l'occasion de s'emparer de la terrible machine, puis de la ramener au Royaume-Uni. Ses supérieurs ne valideront pas cette opération, et Ruthless ne restera qu'un scénario infertile. On découvrira de nombreuses années plus tard qu'en réalité,
une équipe dirigée par le mathématicien Alan Turing était chargée de décrypter le code de la machine, dont un exemplaire fut déjà récupéré auparavant. Elle y arriva, accélérant de fait la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un film sorti en 2014 relate cette histoire. Là où le scénario de Ian Fleming fut rejeté, ce fut une autre histoire qui se déroulait dans un secret absolu que le monde entier retiendra finalement. L'officier britannique mit en place en 1941 une seconde opération de grande ampleur qui ne fut pas menée jusqu'au bout. L'objectif de la mission était de pouvoir continuer à communiquer avec Gibraltar, alors colonie et base militaire britannique, en cas d'invasion de l'Espagne par les forces de l'Axe. Il y fonda, en collaboration avec l'américain William Joseph Donovan, entre autres, un bureau de liaison qui eut de l'importance puisqu'il agit dans le contre-espionnage en Méditerranée. Il fut chargé de parer aux missions de sabotage et d'espionnage de l'Axe avant la mise en place du débarquement en Afrique du Nord par les Alliés. Cependant, en 1943, le bureau fut fermé suite au risque réduit d'invasion nazie de l'Espagne. De plus, une autre mission ultra secrète fut préférée à celle de Ian Fleming, l'opération Tracer. Le but de la manœuvre fut de fonder à Gibraltar un poste d'observation des mouvements de l'Axe, et ce, même si la base militaire tombait aux mains ennemies. Cette opération fut conçue par l'amiral John Godefroy, supérieur hiérarchique de Ian Fleming et modèle probable pour le personnage de M, en réponse à une opération allemande visant à envahir Gibraltar, l'opération Félix. J'avoue être confus, je ne sais pas quoi dire. Je dois vous torturer si vous refusez. Des choses sont à retenir de cette histoire. Il est très intéressant de noter le rapprochement au service de renseignement américain. Vous croyez que je laissais faire les Anglais? Vous l'accompagnez. On retrouvera dans les romans et les films James Bond une telle filiation à travers le personnage de Félix Leiter. Désolé, j'aurais dû me présenter puisqu'on est parents. Félix Leiter, un frère d'armes de Langley. Enfin, le plus important, je ne vous ai volontairement pas dévoilé le nom de l'opération à Gibraltar imaginée par Ian Fleming, pour pouvoir m'attarder dessus ici. Ce nom cristallise à mon sens la frustration qu'a pu ressentir l'officier britannique suite à ses échecs personnels, GoldenEye. Ce nom ne vous est peut-être pas inconnu. Il s'agit bien du titre du 17e film de la saga James Bond. Mais avant cela, ce fut le nom que choisit Ian Fleming pour le domaine qu'il fit construire en Jamaïque, d'où il écrira ses romans d'espions qui, de ses propres dires, surpasseront toutes les histoires d'espions. Avant d'aborder les points suivants, on peut s'attarder quelques instants sur le reste des opérations auxquelles participera Ian Fleming, de près ou de loin. À vrai dire, de loin surtout, car s'il rêvait de pouvoir participer aux missions sur le terrain, sa hiérarchie s'y opposa fermement, arguant la trop grande valeur de Ian Fleming au service de Sa Majesté pour risquer sa vie sur le terrain. Les quelques fois où il put s'approcher d'un peu plus près des opérations sont cependant notables. À la première mission où il fut autorisé à être un peu plus près de l'action, les Alliés essuyèrent une cuisante défaite, l'opération Jubilé à Dieppe en 1942. La frustration gagne encore du terrain. Lui et ses troupes participent en revanche à l'opération Overlord, le débarquement allié en Normandie en 1944. Ian Fleming en personne ne débarqua qu'une fois la zone sécurisée. C'est peu après ce débarquement que, lors d'un déjeuner, un ami, Robert Harling, l'interroge sur ce qu'il aimerait faire une fois le conflit terminé, et que Ian Fleming lui répond qu'il aimerait écrire une histoire d'espion qui surpassera toutes les histoires d'espions. Cependant, c'est une autre anecdote, bien moins intéressante de prime abord, qui va nous intéresser, mais celle-ci devra attendre l'épisode suivant. Other girls